Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Mathieu. Salut Mounir. Merci d'être avec nous ce soir. On va parler des grandes fortunes, on va parler surtout de leur allocation et on va parler plus particulièrement du private equity. Donc, merci d'être venu et merci aussi de nous avoir partagé tout ce que tu as amené parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations, donc ça va être dense, accrochez-vous. Mais Mathieu va tout vous dire. On va essayer. On va essayer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Finari et on va parler plus particulièrement de notre vision. Mathieu, toi, la vision, je t'en avais parlé il y a 2 ans, je pense, puisque pour ceux qui ne savent pas, Mathieu est investisseur chez Finari, comme certains d'entre vous d'ailleurs. Et à l'époque, je pense qu'il y avait un bout de produit sur web et il y avait une vision qui était déjà la même et Mathieu y a cru. Et la vision, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'accéder à un accompagnement sur mesure et de pouvoir construire son empire, comme on dit, vraiment atteindre ses objectifs financiers avec des outils qui permettent d'avoir accès à ce qui aujourd'hui est réservé à tes clients, typiquement, les grandes fortunes et des gens qui vont avoir des gros moyens. Donc, permettre de suivre son patrimoine, recevoir du conseil et investir dans les meilleures opportunités sur une app, tout simplement. Et oui, j'y ai cru et tu es en train de montrer que c'est possible, mais c'est un combat qui nous anime depuis toujours pour effectivement des plus grosses fortunes. Mais j'avais apprécié, j'avais même adoré l'idée d'offrir ça au plus grand nombre et bravo pour ce que vous faites. Et on sait à quel point c'est pas facile, mais continuez de pousser fort. C'est pas facile tous les jours. On fait des décisions qui sont bonnes, des décisions qui sont moins bonnes, mais en tout cas, on garde le cap. Et le cap, justement, c'est ce qu'on voyait à l'écran, c'est qu'on parle, alors ça, les gens en interne en entendent parler toute la journée, c'est le temple Finari, les 3 piliers, le suivi, le conseil et la planification et l'investissement. C'est vraiment les 3 axes sur lesquels on travaille. Et cette année, on va passer du premier pilier qui est le suivi aux 3. Donc, c'est un gros changement. Pour faire ça, et je pense que ça, tu l'as beaucoup vu aussi, c'est qu'on part d'une base technologique qui est saine. On a tout construit et on est parti de l'an 2020, concrètement, contrairement à beaucoup de nos concurrents qui sont historiques, qui vont avoir beaucoup de dettes techniques, donc forcément, c'est Mm. compliqué d'innover. Et on a aussi investi dans notre marque, et je pense que ça, on le voit encore plus maintenant, parce que c'est important d'avoir une marque qui véhicule quelque chose. On n'est pas comme une banque où on ne se sent pas forcément attaché et on est plus dans une relation transactionnelle, on veut créer du lien. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, nous, on croit aux écosystèmes très fort. Donc, tu as bien raison de pousser dans ce sens-là. On pousse fort. Quoi d'autre? Les nouveautés, bon, évidemment, c'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien de faire des choses. D'ailleurs, quand je dis nouveauté, vous allez voir que c'est des choses que vous connaissez déjà, qu'on a plutôt améliorées. La première nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, la plus grosse classe d'actifs sur Finari, c'est l'immobilier. Mais je pense que ça, c'est assez évident. Du coup, on a complètement retravaillé cette partie pour donner plus de visibilité sur les estimations immobilières qu'on fournit. Quand tu ajoutes ton bien immobilier ou tes biens immobiliers, je sais qu'il y en a qui en ont des dizaines, on va valoriser ces biens toutes les semaines. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Souvent, on allait sur des sites pour voir le prix au mètre carré, etc. On mettait ça dans son Excel. Nous, on a une valorisation avec notre partenaire Priceable. Dans la nouvelle version, on va non seulement expliquer d'où vient cette valorisation, expliquer les formules qui sont derrière, et aussi donner une fourchette sur le quartier pour pouvoir se situer et voir en fait si on est au-dessus du marché, en dessous du marché, et profiter de cette mise à jour en continu pour voir le prix évoluer. Donc ça va arriver très bientôt, et d'ailleurs, ça arrivera aussi sur les loyers. Donc on pourra voir si les biens locatifs qu'on loue sont loués au bon prix et voir si on peut peut-être aller chercher plus de rendement en augmentant les loyers parce que dans le quartier, en fait, on voit que les loyers sont plus élevés que chez nous. Donc ça arrive très bientôt. Le deuxième item, c'est le dashboard. Le dashboard, c'est la page la plus consultée sur Finari. Et sur l'app, on a revu les couleurs, on a revu plein de choses, on a revu aussi la navigation. Vous allez pouvoir, ça va vous paraître insignifiant, mais c'est très important. Vous allez pouvoir cliquer sur vos meilleurs actifs pour ensuite naviguer vers ces différents actifs. Avant, il fallait passer par un chemin assez long. Donc, en gros, on rend la navigation beaucoup plus simple et on en profite pour épurer les couleurs. Donc ça arrive dans la prochaine version qui va arriver sur vos téléphones incessamment sous peu. Et enfin, on continue de travailler sur la stabilité en intégrant, en faisant énormément d'améliorations pour avoir de la meilleure qualité de données. La qualité de données, je sais que chez vous, c'est un sujet très, très, très important qui est traité très différemment de chez nous. Nous, on essaie de le traiter de façon programmatique. Mais en tout cas, on continue de pousser et on sait qu'il y a encore du boulot là-dessus. On vous a entendu et on continue de pousser. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours pour qu'on puisse améliorer ça.
Je pense que tu as testé le produit au début. On était très, très, très loin de ce qu'on a maintenant, mais il y a encore du chemin à parcourir. En tout cas, on est dessus et l'équipe est vraiment au taquet. Qu'est-ce qui va se passer après? On va continuer avec les intégrations. Le principe de Finari, c'est de pouvoir connecter un maximum de choses pour éviter de devoir rentrer manuellement. Donc, plein de nouvelles intégrations, des plateformes de crowdlending, des assurances vie, des plateformes étrangères. Donc, ça va être top. Des plateformes crypto aussi. On travaille sur les dividendes SCPI. Et ça, personne ne fait ça concrètement. Donc, on va pouvoir vous projeter vos dividendes de SCPI, vous donner vos dividendes passés, calculer vos TDVM, donc vos rendements, vos rentas sur les SCPI. Donc, complètement nouveau, ça va arriver là dans les semaines à venir. Ça sera aussi pour les Finari Plus. Et enfin, et ça, c'est grosse, grosse révolution, le deuxième pilier, c'est l'accompagnement. Et donc, on bosse sur les nouveaux insights pour vraiment, vraiment, vraiment donner des clés aux utilisateurs sur comment mieux gérer leur patrimoine, quelles actions concrètement ils peuvent mettre en place. Donc là, on passe vraiment un cap. C'est un gros truc. C'est un gros, gros truc, donc on vous prépare ça avec attention. Et d'ailleurs, ça, on le prépare souvent avec vous. Et concrètement, l'endroit où on se retrouve, c'est tout à l'heure avec certains utilisateurs pour le premier Meetup Finari, mais c'est aussi sur notre forum. On peut aller voir. On lui a donné un petit coup de peinture. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, peut-être que vous l'avez remarqué. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. On a simplifié, on a épuré, on a mis plein de trucs. Mais en tout cas, on continue d'améliorer aussi le forum parce que c'est un endroit qui est énorme. On est un des plus gros forums finance français. En tout cas, on a une des croissances les plus rapides. C'est assez top à voir parce que le forum, pendant très longtemps, on était, je pense, 5 dessus à se parler. Aujourd'hui, il y a littéralement des centaines de messages qui sont postés tous les jours par des centaines d'utilisateurs. Donc, ça montre quand même l'impact. Ça, c'est top. Et ça montre aussi que les Français ont envie de parler d'invest. Il n'y a pas de tabou. On enchaîne avec, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore Finari Plus, c'est quoi? C'est notre version avec toutes les options débloquées. Tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ce qu'on est en train de développer, sera Finari Plus. On vous a ramené un petit code promo si vous voulez tester. Finari Talk 16, ça vous donnera 20%. Finari, on ne fait pas de pub, on ne fait pas de vente de données, on ne fait pas de recommandation de produits. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle qui est basé sur l'abonnement et donc on aligne nos intérêts. D'ailleurs, c'est un modèle qui existe beaucoup aussi dans les multifamily office. On prend un fee sur l'encours, mais on rend les commissions qu'on touche. Nous, on ne touche pas de commission, mais en plus de ça, on prend un abonnement pour permettre à tout le monde de profiter de ça et évidemment de financer notre croissance. Et on a fait le tour. Et donc, on va passer au sujet du jour, à Mathieu. Mathieu, tu es partenaire chez Cedrus. Vous êtes une entreprise d'investissement qui est spécialisée dans l'accompagnement de clients institutionnels et de multifamily office et de grandes familles. Est-ce que tu peux nous décrire plus précisément ce que ça veut dire? Écoute, oui, donc on est une entreprise d'investissement qui est présente à Paris, à Madrid et au Luxembourg. On a principalement des clients qui sont des grandes familles. Donc on parle de patrimoine d'une centaine de millions à quelques milliards. On a aussi une clientèle assez fidèle d'associations et de fondations. On a à peu près 70-80 associations fondations françaises principalement, qu'on accompagne depuis le début de Cedrus. Et on a aussi un accompagnement à travers la création de produits. Et là, on va plutôt accompagner des conseillers en gestion de patrimoine ou des multi-family office. Et là, on va être le bras droit financier de ces gens-là en créant des produits qui sont la réplication souvent de ce qu'on fait pour une seule famille ou pour une seule association ou fondation. Alors justement, tu parlais des familles. Concrètement, combien il faut que je ramène pour pouvoir devenir client chez Cedrus? Vaste question. Alors, si on parle de l'argent à placer, on a des clients où on commence sur du private equity entre 50 et 100 millions d'euros, mais là, on va être très focus et on va faire que du private equity. Mais le sweet spot, on va dire les clients assez classiques de Cedrus, c'est des gens qui ont entre 150 et 500 millions d'actifs financiers. Jusqu'à quelques milliards pour certains. Mais là, on rentre dans une catégorie de très grandes familles françaises et souvent, il y a des équipes aussi internes qui sont constituées au fil des générations. Et là, on va intervenir plutôt en support de ces équipes-là, plus que comme l'advisor financier de la famille. Et justement, tu vois bon, tu disais, il y a des grandes familles, il y a certainement aussi des entrepreneurs, mais c'est quoi le profil type du client qui vient chez vous?
où est-ce qu'il est allé faire fortune? On a, on a beaucoup de profils différents, beaucoup de familles industrielles, souvent multigénérationnelles. Ça, c'est un peu le Graal de tout le monde et c'est le code qu'on a craqué vraiment parce que souvent, ces familles-là sont très organisées. Elles ont des équipes ou alors en tout cas, elles ont structuré leur family office pour ne faire plus qu'investir. Elles ont ou gardé une partie de l'outil industriel, mais elles ont à côté des, mon- des montants importants à placer. Ou alors, on a des familles avec des entrepreneurs qui ont vendu depuis une dizaine, quinzaine d'années, qui ont commencé à placer par eux-mêmes et qui voient la complexité de placer ce type de montant-là et qui ont des besoins strictement financiers. Parce que on parlait tout à l'heure de multifamily office. La différence un peu de notre métier d'entreprise d'investissement, c'est que nous, on va se focus que sur le financier. On est des ultra techniciens, des experts du déplacement. On fait pas de patrimonial, on fait pas de fiscal, on fait pas de conciergerie. Il y a des gens qui font ça très bien. Nous, on a décidé de se focus que sur le financier. Et donc, on est une équipe de 35 personnes. Et à l'intérieur de segmenté, hein, on a des investment advisors, on a des gens qui sont à l'investissement, qui font des diligences sur les fonds, on a des gens à la data, mais tout le monde a un background très financier chez nous ou est passé par des fonds ou des cabinets de conseil. Et donc, tu disais, donc, est-ce qu'un client qui est chez vous peut aussi être client en banque privée? Est-ce que vous travaillez avec les banques privées? Est-ce que c'est vos concurrents? Comment Non, ça se passe? bien sûr, on travaille avec des banques privées parce que, bon, déjà, les banques privées, elles ont le bilan. Donc, quand tu veux te leverager, c'est bien d'avoir une banque privée, mais Donc, quand elles tu veux ont, faire un emprunt, par exemple, voilà, exactement, ou que tu veux même leverager tes portefeuilles parce que là, on est chez des gens qui ont des surfaces financières tellement importantes qu'il y a beaucoup d'ingénierie financière, y compris côté dette. Mais tu es obligé du coup de travailler avec des banquiers. Et puis surtout, elles offrent aussi pas mal de services que nous, on n'offre pas et qui sont vraiment intéressants. Donc oui, on travaille à peu près avec toutes les grandes banques privées de la place auxquelles tu peux penser. Nos clients sont multibancarisés. Mais nous, on est vraiment l'expert financier qui chapeaute tout ça. On va parler tout à l'heure de portefeuille, de construction d'allocation stratégique. Voilà, nous, notre métier, c'est de comprendre les besoins de nos clients, comprendre leurs objectifs à long terme, de construire avec eux des portefeuilles, ce qu'on appelle des allocations stratégiques, d'aller sélectionner les produits et après de suivre ça avec des outils comme les tiens, voilà, mais plus spécifiques à ce que font nos clients. et justement, tu as parlé d'allocation, c'est le mot magique. Tu nous as ramené une petite allocation Mm. qu'on va regarder, on va vous la mettre à l'écran et on va découvrir ensemble cette allocation. Alors déjà, pour donner du contexte, qu'est-ce qu'on regarde? Ça correspond à qui ça? Alors ça, c'est l'allocation moyenne des grandes familles avec des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros dans le monde. Il y a pas mal de rapports qui sortent. Ça, je crois que ça vient de chez Crédit Suisse. Ok. Mais on l'utilise parce que ça représente assez bien les patrimoines de nos clients. Donc, ils ont l'air d'avoir fait du beau boulot. En allocation, c'est assez simple. Si tu regardes les allocations des clients, tu as à peu près trois grandes classes d'actifs qui sont représentées. Tu as les equity listés, les actions cotées. C'est à peu près un tiers, entre 30 et 35% des portefeuilles. Inclut les fonds là-dedans aussi, les fonds, les OPC, Oui, les les ETF, ETF, etc. je sais que tu aimes Ouais. bien ça, Mais mais toi nous aussi. aussi, ouais, carrément. Enfin, Les grandes fortunes aussi aiment les tout, ETF. tout le monde utilise des ETF maintenant. Donc, on a l'equity listé, ça peut être des fonds, des ETF et des actions en direct. Ok. Là, il y a vraiment deux écoles. Tu as des familles pour qui c'est très important d'avoir des titres en direct. Et tu en as qui disent, moi, je veux juste un bêta de marché parce que c'est tellement compliqué de battre le marché que juste avoir la classe d'actifs en portefeuille, elle fait du sens. Après, je n'ai pas de valeur ajoutée à aller sélectionner des titres. Et je veux juste le bêta de marché. Mais ça à peu près un tiers des portefeuilles. Après, tu as une classe d'actifs qui avait perdu un peu de son attrait dans les dernières années, mais qui revient très fort, qui est tout ce qui est autour de l'obligataire et du cash. Ça, c'est entre 20 et un tiers du portefeuille On le aussi. voit d'ailleurs là vers le bas. Ouais, alors là, on est en point bas Ouais. parce que ça rémunérait plus, en fait. Même le cash te coûtait. Mais on voit qu'aujourd'hui, sur les taux, tu peux avoir du 4 à 7% en fonction des, tu vois, et même en dollars, un petit peu plus que ça. Donc la classe actif revient pas mal. Ça
c'est un truc, je pense, pour tes auditeurs à étudier de nouveau. Faut pas hésiter à se replonger sur ce genre de stratégie. Donc là, concrètement, vous arbitrez, vous conseillez à des clients de repasser en cash et d'augmenter. Donc là, on est à 10% ici. Aujourd'hui, vous êtes plus haut que 10% sur le cash? Non, nous, on a toujours été nos clients, ils sont plutôt un petit peu plus bas que ça au niveau cash et bonds. Ils ont des coûts du capital assez élevés, donc on va plutôt aller chercher des classes d'actifs qui sont plus rémunératrices que ça. Mais on est plutôt dans la phase de revenir sur des bornes plutôt hautes. Et nous, 20-25% chez nous, c'est plutôt haut. Mais là où on était entre, je te dis 15-20%. Mais par contre, avant, sur cette classe d'actifs-là, on allait chercher des primes de complexité pour avoir du 4 à 5%, même dans des univers de taux faibles. Là, aujourd'hui, tu peux l'avoir sans la complexité. Et le dada de Cedrus et de notre équipe d'Invest, c'est la juste rémunération du risque. Tu vois, on est prêt à prendre des risques, beaucoup même, parfois, mais on veut les maîtriser. Et on veut avoir une juste rémunération du risque. Aujourd'hui, on peut avoir le même niveau de rémunération avec un risque qui est bien inférieur. Donc, on va plutôt arbitrer à l'intérieur de la classe d'actifs des produits. Et concrètement, si on rentre dans le détail, ça va être quoi les produits auxquels vous allez souscrire pour faire du 4-5%, tout en limitant le risque et sans passer par des opérations un peu plus complexes? Aujourd'hui, 4-5%, tu fais une obligation investment grade court terme. La courbe des taux, Investment grade, tu peux le investment définir? grade, c'est les entreprises qui sont notées au-dessus de triple B. Donc, ça va être les banques, les grands corporates listés. Donc, les grandes entreprises, les en grandes gros, entreprises, ouais, qui viennent se financer sur le marché obligataire. Et ça, c'est un marché qui est coté. Il y a beaucoup de liquidités, il y a énormément d'argent. Ça a payé entre moins 1 et 0% l'année dernière. Hein. Et là, on est revenu à 4% sur du court terme. Court terme, c'est combien de temps? 12 mois. Donc, c'est-à-dire que je peux prêter à une banque sur 12 mois et toucher un coupon à 4%? Ouais, dans le marché. Alors, on n'est pas encore à ces niveaux de 4%, on est plutôt entre 3 et 4, mais tu as vu, Christine Lagarde a dit qu'elle allait continuer de monter ses taux. Et il y a des anticipations de hausse des taux qui sont encore importantes en Europe. Aux US, on a un peu fait le gros du chemin en Europe, ça arrive. Mais oui, on est entre 3,5 et 4,5 sur des entreprises solides de premier rang, bien notées, là où avant on avait rien. Donc ça, tu peux l'avoir. Et après, tu as d'autres classes d'actifs où tu peux aller chercher du 7%. Et là, tu vas descendre en qualité de crédit. Donc, tu vas prêter à des entreprises qui sont moins bien notées, qui ont des critères de risque un peu plus forts. Malgré tout, tu vas pouvoir avoir du 7%. Après, c'est à toi d'arbitrer. Mais aujourd'hui, si tu demandes ce qu'on appelle des fonds de portage, toutes les sociétés de gestion ont relancé leur fonds de portage. Tu vas aller chercher 4,5-5% sur ce genre de produit. Ouais. Ok. Et du coup, après, là, on était plutôt dans la partie actif traditionnel. Ensuite, il y a la partie actif alternatif. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Et tu as vu que c'est assez élevé hein, pour ces gens-là par rapport au patrimoine assez classique, par rapport au patrimoine que nous, on a, où nous, on va avoir une partie de cash, voire, tu disais, d'immobilier beaucoup plus importante. Là, on est dans une complexité d'actifs qui n'a plus rien à voir. Tu rentres, tu pousses une porte et tu rentres dans un monde qui est assez surprenant, mais qui utilise depuis des années et des années le private equity, enfin, ce qu'on appelle, nous, les private assets, les actifs privés. Donc, à l'intérieur, tu vas avoir le private equity, tu vas avoir la dette privée, tu vas avoir les infrastructures et tu vas avoir l'immobilier. Ça représente entre un gros tiers du portefeuille jusqu'à parfois, pour certaines familles, 70-80% du portefeuille. Mais en moyenne, on est autour d'un tiers du portefeuille. Donc, tu as ces trois grandes poches. Et après, tu as un truc alternative asset, mais extrême, où tu vas avoir de la crypto, tu vas avoir, tu parlais de montres, tu vas avoir des collections de voitures, tu vas avoir de l'art, tu vas avoir des comos. Voilà. Et ça va dépendre. Ouais, matière première. Ça va dépendre des familles, de ce qu'elles aiment bien faire. Et souvent, ce qui est assez rigolo, c'est aussi, ça va dépendre de l'historique de la famille. Tu as quand même un ADN qui se transmet de génération en génération, que tu retrouves dans les allocations. Et du coup, si je comprends bien sur la partie actif vraiment alternatif, ça reste quand même minoritaire. On parle de quelques pourcents en gros. Oui. Ben, le problème des actifs
alternatif, c'est que c'est souvent difficile de construire des allocations de long terme et c'est souvent difficilement prévisible. Après, c'est des gens curieux, donc ils vont toujours regarder, tu vois. Mais c'est des gens curieux, mais qui vont jamais investir sans comprendre. Et donc, la classe active, quand elle est très alternative, là, je te parle de l'immense majorité de ces gens-là. Il y a évidemment des gens qui mettent des poids très significatifs dans les actifs alternatifs. Je ne suis pas en train de dire que personne ne met 20% de crypto dans son portefeuille chez les milliardaires. Il y en a sûrement qui le font. Je ne les connais pas, je ne les ai pas dans mes clients, mais juste ces gens-là, avant d'investir, ils font leur travail de diligence et de compréhension super forte. Et donc, tant que la classe d'actifs, elle n'est pas très large ou avec un historique de performance assez fort que tu peux comprendre et que tu peux répliquer, ces gens-là, ils goûtent l'eau du bain, mais ils ne mettent pas des pourcentages très significatifs sur les classes actifs. Et justement, tu parlais des familles multigénérationnelles et tu nous as aussi parlé de tu nous as partagé tes principes parmi lesquels il y avait ne pas FOMO et il y avait vraiment aussi prendre le temps en fait de faire les choses correctement. Ouais. Ça, comment ça se traduit concrètement chez les clients? Ça c'est l'edge principal des familles. Elles ont le temps. Et c'est des investisseurs de long terme. Parce qu'elles ont le temps, parce qu'elles ne sont pas là pour augmenter leur patrimoine, mais plutôt pour le préserver, ou c'est autre chose? Non, elles ont le temps parce que souvent, elles ont une legacy. Tu sais, en France, on n'aime pas les milliardaires. Je ne sais pas pourquoi. Moi je les côtoie un peu. Et honnêtement, c'est des gens comme toi et moi. C'est assez surprenant d'ailleurs les premières fois où tu te dis, quand tu rencontres des noms très connus, tu te dis où ça va. Tu es très impressionné. Et en fait, c'est des gens que plus tard tu vas recroiser dans le métro. Tu vois. Donc, il faut démystifier un peu le truc. Mais par contre, ils ont une legacy, ces gens-là. Souvent, ils ont un héritage. Un héritage, ils ont un nom célèbre. Et donc, si tu veux, ils veulent accroître leur patrimoine, ça c'est sûr, mais ils veulent pas faire n'importe quoi, tu as raison, ils veulent le préserver aussi. Mais donc, si tu veux, ils pensent aux générations futures. Parfois, c'est même un poids d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent et de te dire, moi j'en ai gagné ou mon grand-père en a gagné beaucoup et je veux que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils en aient. Donc, ça rajoute un peu de tension, même si c'est des problèmes de riches, comme on dit, c'est des bons problèmes, mais qui parfois en sont des vrais. Et du coup, ces gens-là, si tu veux, ils réfléchissent pas en se disant, ouh là là, il faut absolument que je fasse ça demain, parce que sinon, c'est catastrophique. Et donc, quand je dis ils n'ont pas le FOMO, c'est que tu vois que les gros accidents de marché, c'est quand, souvent, en tout cas du particulier, du retail, c'est souvent quand les gens l'ont ce FOMO. On a eu ça il y a 2 ans, tout le monde voulait faire des startups de tech, tout le monde était prêt à mettre dans FTX des milliards d'euros, même les plus grands investisseurs, tu vois, comme Sequoia et tout ça, qui sont des gens absolument brillantissimes. Malgré tout, même ces gens-là, ils ont le FOMO, tu vois, à un moment, ils font le deal, et puis derrière, tu perds la cata. Les familles, ce qu'elles ont de très différent, c'est qu'elles n'ont pas ça. C'est des gens qui sont curieux, c'est des gens qui font leur travail, c'est des gens qui veulent comprendre. C'est souvent des entrepreneurs qui ont réussi. Donc, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est quand même souvent des gens qui sont intelligents, visionnaires et qui ont construit des business solides et valorisé des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Et donc, si tu veux, ils font la même chose après avec la gestion de leur fortune. Et donc, ouais, le temps long, c'est leur edge principal. Et justement, un autre edge, c'est le private equity. Donc, on va en parler plus en détail. Est-ce que déjà, tu peux nous le définir peut-être plus largement? Qu'est-ce que ça... Tout à l'heure, tu as parlé des actifs privés, le private equity. De quoi on parle concrètement? En fait, quand tu discutes avec les gens, tout le monde connaît la bourse, les actions cotées ou voire les obligations. On parlait de prêter à une banque ou à une entreprise sur un marché coté. Les private assets, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de place de marché pour échanger ces actifs. Donc, le private equity, c'est la même chose qu'acheter une action en bourse, sauf que tu l'achètes directement auprès de l'entreprise ou via des fonds et que tu n'as pas de place où l'échanger. Et donc, l'information, elle est cachée. C'est ça la principale différence entre les private assets et les marchés listés, c'est que tu n'as pas d'obligation de publication sur les private assets. Et donc, tu as une rémunération implicite pour les gens qui sont capables d'avoir des avantages d'information. Et une rémunération implicite qui est super élevée. Donc, le private equity, c'est le marché où l'information, elle vaut le plus cher et où on la cache du mieux qu'on peut. Ça va être quoi comme information, par exemple?
typiquement, pour un gérant qui va être capable, quand il rachète une boîte, de connaître l'ensemble des autres boîtes du secteur qui va pouvoir racheter, ce qu'on appelle faire des build-up, faire des acquisitions, faire des plateformes, qui va être capable, typiquement, si un jour tu vas aller à l'international, un fonds qui va être capable de t'ouvrir des marchés beaucoup plus facilement que si tu le faisais toi. Il va créer beaucoup de valeur pour la boîte, juste parce que lui, il a déjà fait ce travail et il connaît ce marché, il a de l'information sur ce marché. Et donc, ces gens-là, ils vont créer de la valeur avec un hedge. Alors que quand tu achètes une action sur les marchés cotés, tu fais ton travail de pourquoi j'aime Google, pourquoi j'aime Meta, pourquoi j'aime... Voilà. Mais par contre, tu ne vas pas influer sur la boîte. Le private equity, tu influes sur la boîte. Tu aides des entrepreneurs comme toi à mieux faire leur travail. Et donc, tu es rémunéré plus pour ça. Et justement, il y a plusieurs stratégies. Mm. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous définir les grandes familles et aussi peut-être parler de celle qui est la plus populaire? Ouais. Dans le private equity, déjà, il y a plusieurs familles, mais à côté du private equity, je parlais de dette privée, d'infrastructure et d'IMO. C'est à peu près la même chose, c'est que l'IMO, tu vas acheter des biens que tu vas transformer et revendre. Les infrastructures, tu vas acheter des réseaux d'autoroutes, des data centers, J'en ai acheté un la semaine dernière, voilà, c'est pas mal. des fibres, enfin des réseaux de fibres, voilà. Donc c'est tout ce qui est essentiel à la société, infrastructure, ça c'est une classe d'actifs qui prend de plus en plus de place dans les patrimoines parce qu'elle est résiliente, elle est connectée à l'inflation. Et puis en plus, si tu es investisseur dans le private equity, de ne pas investir dans les infrastructures qui vont servir à tes entreprises, quelque part, tu fais mal ton travail, tu vois. Donc, les investisseurs, ça l'ont bien compris, et les familles, là, on parle d'1% d'infrastructure. Nous, chez nos clients, on est plutôt autour de 4-5% maintenant. Et chez les instituts, tu es sur des niveaux qui sont aussi très importants sur la case active. Et la dette privée, c'est la même chose que ce dont on parlait tout à l'heure, prêter à des banques. Là, tu vas prêter à des entreprises non cotées. Maintenant, si on refait un focus sur le private equity, qui est la classe d'actifs la plus utilisée des actifs privés, là, c'est ultra segmenté. Tu as la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle le LBO. Donc ça, c'est l'achat d'entreprises rentables avec de la dette. Tous les gros deals de private equity, tous les gros acteurs de private equity, ils sont sur ce segment-là. Ensuite, à côté, tu as ce qu'on appelle le gross equity. Et là, tu vas acheter des entreprises qui sont ou à la limite de la rentabilité ou qui commencent à l'être, mais qui ont déjà une taille et un historique de croissance démontré. Donc ça va être pré-IPO, par exemple, avant de s'introduire en bourse. Non, parce que le LBO aussi, on peut être en pré-IPO. C'est juste en termes de maturité. Le LBO, comme tu le finances avec de la dette, tu achètes ça sur des tours d'EBITDA, il faut un EBITDA positif pour servir la dette. Donc il faut déjà générer du cash, il faut être beaucoup plus loin déjà. C'est plus un stade de maturité du business. Tu peux nous donner un exemple d'opération LBO qui a été faite La grosse de l'année dernière, la plus grosse, c'est Cegid avec KKR. Ok. Cegid, c'est Jean-Michel Aulas, pour info. Ouais, le fondateur, exactement. Et qui avait déjà vendu une partie de sa boîte. Et là, ça a été le plus gros deal LBO de 2022. Et KKR, c'est un des plus gros fonds de PE-LBO américains, qui a fait, je crois que c'est un deal à 4 milliards d'euros, tu vois. Donc, c'est quand même des grosses boîtes. Hein. On n'est pas sur du côté, mais on est sur des grosses boîtes. Et donc, concrètement, pour info, KKR a racheté la boîte dans laquelle je travaillais avant. Donc, je connais bien les gens. Ils sont très, très, très bons, il faut le dire. Concrètement, le LBO, KKR a racheté Cegid, mais c'est Cegid qui rembourse la dette. Enfin, comment ça, c'est quoi la subtilité dans cette opération? Parce qu'il y en a une. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe une opération de PE? Donc, tu as un fonds, très souvent, ou alors ça peut être aussi des investisseurs directs. Tu as beaucoup de familles de plus en plus qui font des deals en direct. Je ne sais pas si tu as entendu, mais Rothschild veut sortir la boîte de la cote et elle va être accompagnée par des grandes familles, par les Dassault, par les Peugeot et par d'autres grandes familles. Donc, tu as des acteurs en direct ou des fonds. Là, comment ça se passe une opération? On apporte de l'equity, donc du cash, ça c'est apporté par les fonds, par l'investisseur. Donc KKR dans ce cas. KKR qui amène une partie du fonds qu'il a levé. KKR, c'est ce qu'on appelle un general partner, un GP. Et il va avoir des investisseurs, des limited partners, des LP qui vont lui prêter de l'argent pour déployer sa stratégie. Qui sont donc tes clients. Qui sont nos clients, exactement. Les grandes familles. Les grandes familles, les institutionnels, les endowments, donc les fondations, les fonds de pension américains ou souverains du monde entier.
Voilà, c'est ces gens-là qui sont ce qu'on appelle des LP. Ça, c'est effectivement nos clients, c'est les gens qu'on conseille. Ils vont prêter de l'argent à ces GP qui, eux, vont être chargés d'exécuter la stratégie. Et donc, KKR, elle va apporter l'equity. Derrière, elle va aller voir des financeurs qui vont lui faire de la dette privée et qui vont lui faire de la dette en fonction du niveau de l'EBITDA. Donc en fonction de la renta de la boîte. Exactement. Typiquement, une opération, on va dire, c'est 10 tours d'EBITDA. Tu vas amener 5 tours C'est quoi un d'equity. tour? Si tu fais 100 millions d'EBITDA, 10 tours d'EBITDA, la valo, c'est 1 milliard. 10 fois 100, 1 milliard. Donc, tu vas amener 500 millions d'euros de cash par le fonds et 500 millions d'euros de dette. C'est toute la magie du PE, c'est de leverager ça. Enfin, du private equity, c'est de mettre de la dette. Pourquoi? Parce que le gérant qui a mis 500 millions d'euros, si l'EBITDA, il passe de 100 à 110 millions, la boîte, elle passe de 1 milliard à 1 milliard 100 de valo. Sauf que si tu rembourses, donc tu as fait 10% de croissance. Si tu rembourses la dette, tu rembourses les 500 milliards sur 1 milliard 100, il te reste 600 milliards. Et donc, toi, tu as mis 500, c'est tes 500 qui sont devenus 600. Et donc, tes 10%, en fait, ils font 20% pour l'investisseur. Donc, il y a déjà une partie qui vient de l'utilisation de l'effet de levier. De l'effet de levier. Ce qui fait qu'elle est risquée. Hein. J'ai un peu suivi les débats sur ta communauté quand tu as annoncé le talk. Je ne suis pas en train de dire que le private equity, c'est pas risqué et c'est la solution miracle dans une épargne. Pas du tout. C'est risqué. Mais c'est plus rentable aussi par cette utilisation de l'effet de levier. Et justement, la renta, on a les multiples là sous les yeux. On les a aussi devant nous. On voit des multiples qui sont quand même qui sont énormes en fait. Hein. Ouais, alors ça, c'est un travail assez important qu'on a fait l'été dernier par notre équipe d'Invest. Alors, c'est peut-être pas consensuel, mais en tout cas, c'est la vision que nous, on a. En se disant, si tu regardes sur le dernier cycle, en gros, les meilleurs gérants de private equity, ils ont fait 2,7 fois. Donc, tu plaçais 1 euro chez eux, tu récupérais 2,7 euros 10 ans après. Donc, c'est ce qu'on voit sur la gauche du graphique. Gauche, voilà. Et c'est ce que tu appelles le top quartile. Top quartile, c'est les 25% des meilleurs fonds du private equity. Enfin, de la classe d'actifs dans laquelle tu investis. Parce que dans le private equity, j'ai parlé de LBO. Il y a du growth equity dont je parlais, il y a du venture capital que tout le monde connaît, il y a du secondaire aussi, tu rachètes des positions de private equity à quelqu'un qui a besoin de les vendre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Et à chaque fois, tu classes les carottes avec les carottes, les bananes avec les bananes, et parce que c'est pas les mêmes niveaux de risque, c'est pas les mêmes choses. Mais le top quartile, oui, c'est les 25% des fonds les meilleurs sur la catégorie donnée. Donc là, ça fait quoi comme TRI 2,7 Ça fait autour de 25% de TRI. Sachant que ça fait du 25% par an sur... Sachant que si tu fais 25% par an pendant 10 ans, tu vas faire un peu plus de 2,7 fois. Oui. C'est là où il faut faire assez attention dans le private equity et là où je pense nous on a un certain succès, c'est que c'est assez compliqué à comprendre, à comparer parce que le TRI, ça mesure ta performance entre le moment où tu achètes l'entreprise et le moment où tu la revends. Donc si tu la détiens pendant 5 ans, et si tu fais la même création de valeur que pendant 10 ans, ton TRI il est 2 fois supérieur. Malgré tout, tu as créé le même argent pour ton investisseur final. Donc, ce qu'il faut arriver à mixer, c'est le TRI et le multiple, ce qu'on regarde là. Quand tu as prêté 1 euro au GP, combien il te rend à la fin? Et donc, les meilleurs rendent 2,7 sur le dernier cycle. C'est quoi le dernier cycle? C'est combien de temps? Le dernier cycle, c'est sur les 10 dernières années. Okay. Sachant que dans le dernier cycle, tu as quand même eu des taux à zéro, des refinancements faciles, des multiples qui sont passés en extension, les fameux tours dont je parlais de valorisation. Et donc, tu as eu un effet très porteur pour le marché qui fait que les performances passées, on dit qu'elles ne préjugent pas des performances futures, mais c'est encore plus vrai dans le private equity parce que... C'est les années d'or, en fait, un âge d'or. Là, exactement. Et là, on est un peu vent contraire, tu vois, avec des taux qui remontent pour aller faire un emprunt. Ben, c'est la même chose que pour les particuliers aujourd'hui qui vont emprunter à la banque. Ça te coûte plus cher, c'est plus dur, on te demande plus de cash à amener. Et donc, nous, on a fait un travail assez fort sur les portefeuilles de nos clients. On s'est dit, si on enlève le vent dans le dos qu'on a eu, qu'est-ce qu'on peut attendre comme performance dans le private assets dans les prochaines années? Et on est passé, tu vois, de 2,7 à 1,9
en moyenne pour le premier quartile. Ouais. Ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire que malgré un contexte qui est plus compliqué, on a quand même des rendements qui sont super attractifs encore. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'aller chercher non plus le premier quartile, mais le premier décile. Ok, Donc, ah oui, là c'est le premier décile, il faut aller chercher le top 10%. Là, ça c'est le premier quartile. Ok. Mais nous, Ah on pense que dans le premier décile, tu vas pouvoir conserver les performances du premier quartile Ok. que tu avais avant. Donc, il faut être encore plus sélectif, ce qui est déjà dur. Ce qui est finalement votre valeur ajoutée. Vous n'allez pas faire les opérations en direct, vous n'allez pas acheter Cegid, Non. vous allez sélectionner KKR parce que vous pensez que c'est dans ce marché, enfin pas, on cite KKR, mais c'est pas forcément eux, mais vous pensez que dans ce marché, c'est eux qui seront les plus aptes à livrer ce que vous voulez livrer à vos clients et ce qu'ils attendent de vous. Ouais. Private equity, il y a 8000 GP. Tu imagines la profondeur du marché. La dispersion, elle Dans est le monde, dans le monde, actif en ce moment. Il y en a qui sont morts, il y en a qui se créent tous les jours, mais il y a 8000. Il y a une dispersion qui est 2 fois plus grosse que dans les gérants de côté. Et tu as une stat que nous, on adore chez nous, c'est que seulement un tiers des gérants premier quartile, le reste dans le véhicule suivant qu'ils vont lever. Parce que tu sais, les fonds de private equity, ils lèvent un fonds tous les 3 ans environ pour 10 ans. Et donc, ce qu'on appelle les vintage. on va en parler. Voilà. Et ce qui est c'est énorme. Ça veut dire que si tu te contentes de dire je vais choisir le fonds qui était premier quartile, le vintage d'avant, tu as 2 tiers de chances qu'il ne le soit pas au moment où toi t'investis. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, le private equity, c'est le darwinisme poussé à l'extrême. C'est que si tu as un moment de faiblesse, tu auras toujours des mecs qui seront meilleurs que toi, qui vont faire de meilleures perfs et qui vont du coup prendre ta place dans le cœur des LP et qui vont lever l'argent. Donc c'est la guerre en gros. Ouais, c'est la guerre des talents, c'est la guerre des talents. C'est la guerre de transformer des boîtes. D'abord, et puis c'est des gens qui financent des entrepreneurs. Les entrepreneurs, je le suis, sûr, ouais. on est ultra exigeant. Et donc, avec ces gens-là, on est exigeant au quotidien. Et donc, ouais, c'est la guerre pour eux aussi. Ouais. Et tu as dit un mot qui est important, c'est les vintage. Et donc là, on a à l'écran ce que nous, on a juste un peu après, qui sont qui est le risque de drawdown en fonction des vintage. Donc, est-ce que tu peux nous définir les vintage et après nous expliquer comment justement se prémunir de ce risque qui est hyper élevé en private equity? Oui, bien sûr. Donc, le vintage, je te disais, un fonds de private equity, un GP, quand il lève de l'argent, il fait le tour donc, de ses investisseurs et il leur dit, voilà ma stratégie, voilà ce que je vais faire dans les 10 ans à venir, prêtez-moi de l'argent, messieurs, et je vous le rends à peu près dans 10 ans. Toi, tous les jours, il y a des gens qui viennent vous voir pour vous pitcher exactement ça. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vintage. Donc, dans le vintage, tu as la période d'investissement, 3 à 5 ans. Ensuite, la période de maturité, où les boîtes, elles vont commencer à se transformer et elles vont commencer à générer de la valeur. Et ensuite, tu as l'exit période, donc la fin de vie du fonds, entre la 8e et la 10e année. Ça, c'est le vintage. Sachant que le gérant, lui, quand il a fini sa période d'investissement, donc 3 à 5 ans, il va revenir dans le marché pour dire regardez ce que j'ai fait avec le vintage précédent, je vais refaire la même chose ou je vais adapter et donc je relève un véhicule et je relève un véhicule. C'est ça, les vintage. Là, c'est une stat qui est assez intéressante que Partners Group a fait, qui est une grosse boîte de private equity en Suisse. En gros, ils montrent que plus tu vas sélectionner de gérants de classes d'actifs différentes et de vintage différents, plus tu vas baisser ta probabilité. Et là, on part d'une VAR à 99%. Donc, tu peux définir la VAR? La VAR, c'est la value at risk, c'est le montant que tu peux perdre avec une probabilité donnée. Et là, c'est avec une probabilité à 99%. Le montant maximum que tu peux perdre dans les cas extrêmes. Si tu fais un seul vintage de private equity, c'est à peu près un quart de ta position que tu peux perdre dans les cas extrêmes. Hein. Si tu fais plusieurs vintages, c'est moins 4% à peine. Et si tu fais beaucoup de vintages, je ne vois pas très bien les chiffres, mais je ne vois pas non plus. Mais vous voyez les chiffres, si et donc tu fais vous savez le beaucoup de chiffre. vintage et beaucoup de stratégies, j'ai parlé private equity, LBO, gross, secondaire, infrastructure, immobilier, tu as carrément une VAR positive. Donc ça veut dire que, ok, c'est risqué le private equity, mais si tu construis des programmes d'investissement et si tu construis ça sur le long terme,
ta probabilité de perdre de l'argent, historiquement, avec les performances qu'on a connues, elle est nulle. C'est pour ça que les familles le font. Mais ça veut aussi dire que pour le faire, il faut des sommes à engager qui sont importantes. Parce que pour investir dans le private equity, même si aujourd'hui ça se démocratise, il faut à minima quelques centaines de milliers d'euros. Et il faut le faire sur plusieurs années et sur plusieurs stratégies. Donc, pour dérisquer le private equity, c'est quand même réservé à des gens qui ont des moyens importants. Et donc là, typiquement, un portefeuille qui serait diversifié pour toi, c'est quoi? C'est 10 vintage? Enfin, c'est 10 vintage dans des industries différentes, enfin, dans des types de stratégies différentes, chez des GP différents? Un portefeuille, c'est ça. Mais un portefeuille diversifié, ça va être aussi un portefeuille qui va être capable de profiter des cycles. On disait que dans le cycle dernier, il fallait faire beaucoup de LBO. Là, en ce moment, il faut plutôt faire des infrastructures parce que c'est protégé de l'inflation, je le disais. Pourquoi Donc, c'est protégé de l'inflation? parce que les contrats d'infrastructure, les revenus de ces contrats, ils sont souvent indexés sur l'inflation. Les autoroutes, le revenu, ce que tu vas payer au péage, ça dépend directement de l'inflation. Donc, ils sont protégés, en fait. Ils augmentent, ils ont juste à augmenter leur prix et... Ils n'ont même pas à les augmenter, c'est par contrat avec la puissance publique, ils augmentent mécaniquement. Incroyable. Donc aujourd'hui, la classe d'actifs, elle profite d'un retour de l'inflation. Pareil, en ce moment, il vaut mieux faire du secondaire parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui ont des problématiques de liquidité. Tu sais, avec la baisse des marchés cotés qu'on a eu, notamment les institutionnels, bah, si tu as ta part de l'action qui baisse, mécaniquement, tu as ta part du private equity qui augmente. Donc, ils font ce qu'on appelle des dépassements de ratio et ils sont obligés d'écrêter les portefeuilles et de vendre une petite partie, contraint et forcé. Et donc, à l'intérieur, tu peux acheter ça. Toi qui as du cash, quand tu es un secondaire, tu vas l'acheter avec une décote et le lendemain, il va se repricer au bon prix. Et ça, c'est des stratégies qui en ce moment font beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Donc, pour bien diversifier ton portefeuille, il faut être capable de faire plusieurs vintage, plusieurs années, plusieurs GP et plusieurs stratégies adaptées en fonction des années. Et ce que tu as dit, c'est intéressant. Donc, en gros, tu disais que les institutionnels, ils ont une stratégie, ils ont défini une allocation d'actifs. Vu que les marchés baissent et le private equity, lui, ne cote pas en direct, Il n'a pas baissé. mécaniquement, il monte. Mmh. Donc, ils se retrouvent à dépasser leur ratio. Donc, ils sont obligés de vendre des titres pour respecter leur mandat. Et donc là, il y a des gens qui arrivent et qui disent ça, je le veux à moins 25% par contre, ou à moins 30%, alors qu'en fait, en soi, la valeur intrinsèque de l'actif n'a pas vraiment baissé. Non. Ils vendent pour des mauvaises raisons. Ils vendent pour des mauvaises raisons. Et donc, du coup, tu as des petits malins qui ont vu l'intérêt de fournir de la liquidité et qui, juste avec cette capacité de fournir la liquidité, après, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut quand même t'assurer que les actifs derrière sont bons. Puis ceux qui vendent, ils ne sont pas non plus à l'ouest. Ils essayent de vendre, j'imagine, ce qui est... Tu as un bargain toujours, ouais, mais voilà. c'est pas le souk, mais parfois un peu. Un peu, ouais. Et quand tu arrives à aligner les intérêts, tu as un vendeur qui est content parce que tu vas lui fournir la liquidité et tu as un acquéreur qui achète ça avec une décote et toi, tu recrées de la valeur juste en le remettant à sa vraie valeur qui est celle des experts comptables, quoi. Ouais. Ça, les familles, c'est quasiment un tiers des portefeuilles de private equity des familles, le secondaire. Incroyable. Avant de clôturer, de passer aux questions du public, si vous en avez, n'oubliez pas de les poser. Si vos questions ont déjà été posées, vous pouvez voter pour. Donc, ne reposez pas 2 fois les mêmes questions. On va aussi prendre les questions de la communauté qui ont déjà été posées. Dernier mot sur le private equity face au S&P 500. Tu nous as aussi ramené une stat qu'on peut peut-être montrer, qui est une comparaison de performance. Alors, je crois que c'est le MSCI World, pardon. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a à l'écran? On voit les perfs. On voit sur 25 ans, l'indice de private equity, qui est donc la première ligne, fait 14% paye 14% par an. Le MSCI World paye 8%. Le Russell 3000, qui est donc un indice plus large avec du small cap, avec des petites capitalisations. Après, petite capitalisation aux US. Toutes relatives, voilà. qui fait 10%. Ouais. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'en moyenne, tu peux aller chercher entre 5 et 6% de surperformance par rapport à un MSCI World qui déjà paye 8%. Donc, c'est déjà... On était sur un beau cycle sur le MSCI World, mais sur le private equity aussi. Hein. Ouais. Je le dis pas, c'est les chiffres qui le disent. Mais ouais, c'est 5 à 6%. En gros, c'est assez simple. Tu as 2 à 3% qui sont la prime d'illiquidité.
Là encore, ça rend Tu peux définir la la prime prime. d'illiquidité, c'est le fait que quand tu investis dans un actif de private equity, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas récupérer ton argent. Ça peut être, sur le dernier cycle, c'était 3 à 4 ans. Il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. Historiquement, c'est plutôt 7, 8, 9 ans. Donc, ça veut dire que pour bloquer ton cash, tu vas demander une prime de rendement Plus élevé. qui est plus élevée. Et ensuite, il y a tout à l'heure ce dont je parlais, c'est que quand tu investis dans le private equity, tu vas influer sur la société. Et donc, théoriquement, par rapport à investir dans une action cotée, tu vas avoir plus de rendement parce que tu vas transformer l'entreprise. Alors que là, tu vas juste lui apporter du capital. Donc, il y a vraiment un côté activiste dans l'investissement. Quasi. Quasi. On va passer aux questions. On va essayer de vraiment en passer un maximum. Donc, Mathieu, va falloir jouer avec moi là. Première question d'Adrien. Donc, ça, c'est les questions de la communauté. Elles ont déjà été posées, donc on va les prendre en priorité. Adrien P, que je salue, veut savoir quels sont les objectifs patrimoniaux, les rendements servis et les frais pratiqués pour ton accompagnement. Donc, pour l'accompagnement de ce que. D'une grande famille. Une grande famille. Les objectifs patrimoniaux, ils changent à peu près chez tout le monde. Il y a un truc qui revient, un pattern assez simple, c'est souvent l'objectif inconscient collectif, c'est je veux doubler mon capital tous les 10 ans. Je veux doubler mon capital tous les 10 ans. Pour ça, il y a une règle assez simple, c'est la règle des 70. Tu la connais, ouais. Je vois. 72 même, non? 72, ouais, mais par simplification, 70. Tu divises ton 70 par le nombre d'années et tu as le pourcentage qu'il faut faire chaque année pour doubler ton capital. Donc, si tu es 72 pour 10 ans, il faut faire 7,2% par an. Donc là, si tu faisais du MSCI World, tu l'avais. Tu as doublé ton capital. Si tu faisais du PE, bon là... Là, on est à x3, x3,5. Tu pouvais t'acheter une autoroute pour diversifier. Ok, donc doubler le capital en 10 ans, c'est quand même ambitieux. Ouais. J'imagine qu'il faut aussi ajuster à l'inflation. Parce que... Bien sûr, en ce moment, c'est pour ça que je te disais, on a une activité assez chargée. C'est que quand tu es dans une inflation à 0 ou à 2%, il n'y a pas de sujet, 7%, c'est super. Quand tu es avec des taux sans risque à 4%, 7%, ça devient un peu sous-ambitieux. Mais tu as un effet après ajustement qui fait que toutes les caisses d'actifs payent mieux. L'immobilier qui payait du 3%, ça va payer certainement du 4,5%, 5%, et ainsi de suite. Et donc, du coup, mécaniquement, ton 7%, il va se transformer plutôt en 9%. Ça, c'est les rendements nominaux. Mais nous, on parle très souvent en rendement réel avec nos clients, c'est-à-dire qu'on essaie de les défalquer de l'inflation long terme. Ok. Et donc ça, combien ça coûte? Ça coûte. Si c'est pas... Non. Nous, on a une grille de prix qui est la même pour tout le monde. Donc c'est assez. Au moins, c'est facile. En gros, nous, on a une grille de tarification par tranche qui est progressive. Mais ça commence autour de 50 points de base par an. Donc 0,5%. 0,5% par an. Sur l'encours qui est chez nous. Qui est chez vous. Donc que vous fassiez du 10%, que vous proposiez le fonds A, le fonds B, que vous alliez faire des ETF, peu importe. Il y a un prix qui est fixe. Qu'on fasse du 10%, il vaut mieux parce que il faut qu'on crée de la valeur pour que les clients ils restent chez nous. Bien sûr. En revanche, on n'est pas d'incentive de performance pour nos clients parce que souvent ça crée des biais. Prendre du risque peut-être inutile. Voilà, en tout cas, c'est ressenti comme ça par les clients. Et donc, nous, on est indexé sur la performance. Plus on va faire croître les actifs de nos clients, plus on va gagner de l'argent puisqu'on a une base de facturation donc quelque part, c'est déjà aligné comme ça avec la performance. Tous les ans, on gagne un peu plus d'argent. Top. Alors, on va alterner avec les questions du public, parce que j'en vois une qui paraît particulièrement intéressante. C'est Romain Suarez, que je salue. Est-ce que le private equity a du sens pour les personnes qui ne sont pas milliardaires, ce qui, je pense, est la majorité de cette population, de la population sur Terre? Est-ce accessible de la même manière? Qu'en est-il de la liquidité pour revendre ses parts dans le domaine? Alors, il y a 3 questions en une, mais déjà, en gros, est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un qui a peut-être 50 ou même 10 000 euros de patrimoine? Enfin, à partir de quand ça fait du sens? Je fais la réponse politiquement correcte ou je te fais la vraie réponse? Je pense qu'on est entre nous, tu peux nous dire la vraie réponse. Non, je ne vais pas me faire que des amis chez mes petits confrères, mais nous on n'est pas pour l'hyper-retailisation du private equity. Donc l'hyper-retailisation, c'est l'ouverture à tout le monde. Okay. Tu as la BPI qui a une super initiative, c'est super pour incentiver les Français, mais presque c'est de la love money. Okay. La BPI, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ouvert un fonds à partir de, je crois, 10 000 euros.
mais C'est la avec des banque publique d'investissement. Ouais, qui fait un super travail de financement Ouais. des entrepreneurs et qui ouvre ça. Donc c'est un super produit de qualité, mais en revanche, comme c'est pour des petits tickets avec de la liquidité, un format un peu plus long, tu as une attente de rendement qui est de l'ordre de 7-8%. Nous, c'est pas notre attente de rendement sur le private equity. Donc, si tu veux, non, c'est pas à notre sens, pas fait pour tout le monde. Si tu fais du private equity, si tu acceptes de perdre de la liquidité, c'est une autre partie de la question. Il faut avoir un objectif de rendement de au minimum ce qu'on appelle double digit, donc 10% et plus. Nous, on est plus ambitieux que ça dans nos attentes de rendement. Mais donc, non, c'est pas fait pour tout le monde. En revanche, à partir de quelques centaines de milliers d'euros de patrimoine et plus, aujourd'hui, tu as un marché qui est en train de se diversifier très fort et d'offrir des fonds de très bonne qualité à des gens qui sont capables de mettre des tickets de 100 000 euros dans le private equity. Parce que tu peux investir dans un fonds qui, lui, va se charger d'aller mettre dans différents vintages, chez différents GP. Et Exactement. c'est pas toi qui vas devoir faire ce boulot-là. Donc 100 000 Non. euros, ça peut te donner accès au fameux portefeuille diversifié qui te Exactement. donne une value at risk correcte, en fait. Exactement. Tu positive. as deux choses. Tu as dans les banques privées souvent des feeders. Donc, c'est en fait, on agrège le capital de plusieurs clients et on va investir. Souvent, les tickets minimum d'investissement, c'est 5, 10, 20 millions d'euros en fonction des fonds. Si vous les avez qui traînent chez vous, faut y aller. Appelez-moi et on va vous aider à les placer. En tout cas, les banques, elles vont agréger les portefeuilles de leurs clients et elles vont investir dans le fonds. Sauf que ça rajoute des frais supplémentaires pour Bien juste sûr. l'accès. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de plateformes qui font ça. Tu as Moonfair, tu as Private Corner, tu as des gens qui sont bien. Mais ça, pour nous, c'était le game il y a 5 ans, 10 ans, l'accès. Les gens qui aujourd'hui te vendent que l'accès, c'est fini. Il y a ces plateformes, il y a la tech. Je suis persuadé qu'on va aller encore plus loin grâce à des acteurs comme vous ou en tout cas d'autres qui vont évangéliser ce marché. Et que l'accès, c'est pas ça la clé aujourd'hui. La clé, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est construire des portefeuilles multi-vintage, multi-stratégie sur plusieurs années. Et ça, tu as des acteurs qui le font de plus en plus. On en fait partie, puisque je te disais qu'on a une partie de notre activité qui est de créer des véhicules comme ça. Et en gros, on réplique ce qu'on fait pour nos grandes familles. Pour les particuliers, c'est accessible à partir de 100 000 euros. Et il y a un essor qui est assez colossal, puisqu'on a doublé sur notre vintage cette année, on a doublé ce qu'on a fait juste l'année dernière, juste parce que le marché est de mieux en mieux équipé et que les particuliers semblent vouloir la classe active. Après, attention, la question c'était est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'il faut que tout le monde en fasse? Vous pouvez, nous, c'est pas notre sentiment. Il faut faire ça avec la même qualité que ce que font les grandes familles. C'est pas parce qu'on vous donne le droit d'en faire que vous devez en faire absolument avec n'importe qui. Il faut se renseigner, il faut faire sa diligence, il faut comprendre, il faut des gens dont c'est le métier, parce que tu as toujours, comme toujours dans ces moments-là où il y a beaucoup d'argent qui viennent sur une classe d'actifs, des gens qui essaient d'en profiter et qui viennent sur ce métier-là, qui disent mais moi j'étais un gérant de private equity en direct, j'ai acheté des boîtes, mais maintenant je vais acheter un fonds, c'est la même chose. Je crois pas, tu vois, que ce soit la même chose d'analyser un fonds qu'analyser une boîte. Voilà, il y a pas que nous, il y en a d'autres évidemment, mais faites bien vos diligences et mettez-en si vous avez la capacité de bloquer votre capital sur plusieurs années, que vous avez la capacité de comprendre et d'analyser, que vous avez des gens, si vous n'avez pas la capacité de comprendre, qui vous l'expliquent, des CGP, des multi-FO, des CIF. Top. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais le private equity, tu vas le faire en assurance vie pour aller chercher de l'avantage fiscal ou tu le fais en direct pour les clients? Tu peux le faire en assurance vie française, mais là, c'est des véhicules qui sont avec des appels de fonds en une seule fois. Et donc juste le private equity, en gros, quand tu investis 1 million d'euros, on va t'appeler en 3 ans. 300 000 euros, 300 000 euros, 300 000 euros, et après, on va te rembourser en 7 ans, un petit peu à chaque année. Donc, même si on parle de bloquer pendant 10 ans, la vérité, c'est que la première moi, en année, tu es fait. bloqué pendant 6 ans. Et en gros, ce qu'on appelle le cash on cash, Ouais. quand tu as mis 1 euro, on t'a rendu 1 euro, ça dure 6 ans. Ok. Donc, c'est pas si long que ça. C'est pour ça que c'est intéressant. À partir du moment où tu as une certaine surface financière, c'est pas juste bloquer 10 ans. Tu peux avoir une stratégie. Et ça, les conseillers en gestion de patrimoine, ils le comprennent bien. Ils sont en train de l'expliquer de mieux en mieux à leurs clients. Donc, je pense que c'est pour ça que les particuliers viennent aussi vers la classe d'actifs. Mais j'ai oublié la question. Ok, bon, on va enchaîner parce qu'il y en a plein. Je reprends une question de la communauté. Sébastien veut savoir quel est le ratio de cash disponible d'un milliardaire
Et surtout, la question qui est suivante est très intéressante. Quelle est la répartition des devises? Ouais, ça c'est une super question. On va essayer de faire hyper court. 30 secondes. Ratio de cash, c'est 5 à 10%. Pour pouvoir faire quoi? Il J'ai paye des... ses dépenses avec ou qu'est-ce qu'il fait, le Ouais, milliardaire? mais tu sais, 5 à 10% d'un milliard, tu as intérêt Ouais, d'acheter quelques quelques Ferrari et quelques. Et en fait, alors oui, les oligarques russes, ils font ça, c'est pas mes clients, mais moi, mes clients, enfin voilà, ils dépensent pas ces sommes-là, mais c'est souvent une espèce de réserve en cas de guerre atomique, peut-être, je sais pas. Parce que et donc les devises, est-ce qu'ils s'exposent aux devises? Oui, Est-ce que c'est quelque chose qui les ah oui, non, non, intéresse? ça c'est des clients très différents du client particulier. C'est des gens, bah, souvent, ils vivent dans plusieurs pays, ils ont des enfants qui vivent aux États-Unis, en Asie, ils ont des usines un peu partout dans le monde, donc ils sont très multi-devises. L'allocation classique, c'est 50% de dollars, 40% d'euros, un peu de CHF, de GBP et un peu Francs suisses, de francs suisses et et livres. livres. Et puis c'est à peu près tout. Donc là, c'est des familles françaises qui ont plus de dollars que d'euros. Ouais, OK, France intéressant. européenne. Européenne, Européenne. ça marche. Xav veut savoir, un ETF qui couvre les investissements du private equity, comme celui proposé par iShares apparemment, est-il pertinent et reproduit-il réellement et fidèlement ce marché spécifique? Ouais, Réponse politiquement incorrecte, s'il te plaît. Non, mais la vraie réponse, là, non, ça ne reproduit pas le marché du PE. Parce que qu'est-ce que ça fait en fait concrètement? En fait, tu achètes les actions des GP dont on a parlé tout à l'heure. Ok, Donc, donc tu vas KKR. acheter KKR, Blackstone, EQT, Anta. Voilà. Bientôt Ardian, il paraît qu'ils vont se coter. Ardian, c'est le plus gros gérant de private equity français. En gros, tu achètes les actions de ces gens-là, mais tu n'achètes pas les entreprises qu'achètent ces gens-là. En revanche, c'est des super business. Ils gardent des revenus pendant 10 ans. Ils ont ce qu'on appelle, on n'a pas parlé du carry interest, donc c'est des frais de surperformance qui sont colossaux. 20%. 20% au-delà de 8. Donc ça fait des gros montants quand tu fais 2,7 fois de performance. Ce qui explique qu'il y a des cerveaux absolument incroyables dans cette industrie. J'en ai pas parlé, mais c'est ultra stimulant. Je pense pour les familles aussi, c'est aussi ça, c'est que c'est une industrie qui est t'apprends tous les jours et au contact de gens qui sont absolument brillantissimes, mais c'est aussi parce qu'ils gagnent très bien leur vie. Et il y a d'ailleurs des milliardaires dans le private equity, mais chez les gérants aussi maintenant. Mais en revanche, donc c'est des super business, les actions des GP, mais ça ne va pas du tout répliquer ce qu'ils font. Et donc non, si vous l'achetez pour répliquer ça, non. Si vous l'achetez pour avoir un business résilient qui embarque des frais, qui a une visibilité sur ses cash flows pendant les 10 prochaines années, c'est super. Mais en ce moment, et Euraseo est un bon exemple, si tu regardes ce qui s'est passé, Virginie qui s'est fait débarquer il y a 15 jours Qui est Virginie, c'est qui? C'était la patronne d'Euraseo, qui était vraiment une figure de l'industrie au même titre que Dominique Sénéquier, la patronne d'Ardian. C'est quand même une industrie où les deux plus gros acteurs français, il y a 2 femmes. Donc, tu vois, c'est super. N'hésitez pas, s'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler dans l'industrie parce que c'est une industrie où vous pouvez vraiment vous accomplir pleinement. Et ça, on l'a pas dit, mais nous, on est Bicorp. Donc, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Et donc Virginie, elle s'est fait débarquer par l'actionnaire parce que l'actionnaire, il trouvait que le carry d'interest, en tout cas c'est les bruits de presse qu'on a eu, le carry d'interest était mal réparti. C'est vrai, les employés gagnent plus d'argent que l'actionnaire. Donc c'est pas vraiment une activité qui est faite pour être cotée, si tu veux mon avis. Et donc tu as un désalignement d'intérêt entre l'actionnaire et les salariés. Et donc du coup, le fait de le coter, ça crée des tensions. Et d'ailleurs, toutes ces sociétés-là, elles ont pas mal plongé l'année dernière en bourse, alors que le private equity n'a pas bougé. Donc non, ça ne réplique pas. Donc non. Alors, on va prendre quelle question? On va prendre encore une question là. Com veut savoir, pas de crypto pour les clients fortunés en 30 secondes. On en a parlé. Un peu de crypto. Combien? Ça dépend. Ça dépend. Mais en gros, ce que tu vois en général chez les gens qui sont plutôt peut-être entrepreneurs ou plutôt jeunes. Sur les jeunes entrepreneurs, c'est une classe active quand même qui est utilisée. Je ne peux pas te dire combien parce que ça dépend vraiment des clients, mais je sais qu'il y a des clients qui ont entre 5 et 10% de crypto pas chez moi, mais qui en ont. Ça arrive. Chez moi, c'est pas tous et des portions qui sont très petites. Ok. CS qui demande, question très intéressante, quelle est la part de tes clients qui sont partis de rien?
Ah, ça, c'est une super. J'ai jamais fait le calcul. Euh, Alors, partir de rien, c'est vaste, hein, Non, mais mais qui se d'entrepreneurs sont faits, qui sont quoi. faits eux-mêmes. Euh, On sort un peu du sujet, mais c'est vrai que c'est Ouais, une grosse intéressant. partie. En fait, c'est rigolo. Une grosse partie. En tout cas, les 5 derniers qu'on a eu là sur le dernier trimestre, c'est ouais, c'est assez rigolo. Tous des entrepreneurs. Mais peut-être parce que, comme on est entrepreneurs nous-mêmes, on arrive bien à se parler. Donc, Mais c'est j'ai des familles, comme je disais, industrielles depuis des générations. Il y a pas trop de différence hein, entre les deux. Il n'y a pas trop de différence. On a des gens qui, malgré plusieurs générations, restent très entrepreneurs eux-mêmes. OK, top. Henri veut savoir quelles sont les principales bonnes pratiques qu'on peut dupliquer dans nos allocations d'actifs sans forcément avoir accès justement aux Mhm. PE, Tier 1 et cetera. C'est quoi les bonnes pratiques? J'essaie d'en donner 3. Allez, Essayez pas de prédire le futur. Ça, c'est pas possible. Donc, faites bien votre travail d'analyse. Ne soyez pas complaisant. Il ne faut pas se dire, tiens, ça a l'air super, je mets un ticket. Non. Faites votre travail. N'essayez pas de voir ce qui va se passer dans le futur, mais essayez de comprendre si ce que font les gens déjà aujourd'hui, c'est solide et c'est réplicable. Ça, c'est la première. J'ai parlé du FOMO tout à l'heure. Ça, c'est mon dada. Faut pas avoir le FOMO quand on vient aux investissements. C'est là où on fait toutes les conneries. Et historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, quand il y a des rushs sur des classes d'actifs ou des choses où on vous dit attention, il n'y en a pas pour tout le monde, méfiez-vous. Ça, c'est assez clair. Et ensuite, on va dire le critère principal, c'est n'essayez pas de doubler votre capital à tout prix demain. Ayez une vision de long terme. sur 10 ans peut-être? Ouais, sur 10 ans. Et aujourd'hui, si tu fais les choses bien en te disant, je fais mon allocation d'actifs dont on a parlé tout à l'heure, je l'investis régulièrement avec des bons principes. Tu vois, par exemple, les actions, tu les achètes pas tout d'un coup. Tu les achètes tous les mois, régulièrement, Dans leur pour cost average? voilà, pour faire les points d'entrée. Tout ça, je pense que sur ton forum, tu auras plein de gens Ça, il qui connaît, je connaissent tout pense. ça. Et tu crées ton allocation et tu es résilient. Et le gros avantage, j'en ai pas parlé de ça aussi, mais souvent, c'est des gens qui sont courageux, les familles. Et c'est mes seuls clients qui, quand il y a des baisses, me disent vas-y Mathieu, on y va. J'ai une famille le 15 mars 2020 en plein Covid qui m'a rappelé, qui m'a dit on va doubler notre exposition aux actions parce que tout le monde croit que c'est la fin du monde et ça ne la sera pas. Ça, tu n'as que les familles qui le font. Mais il faut que les particuliers, ça c'est notre travail à tous, il ne faut pas reproduire des comportements moutonniers et il faut être assez courageux aussi. OK, c'est top. C'est hyper intéressant et d'ailleurs pour un de mes amis gère aussi un single family office, Mmh. donc vraiment une structure, énorme Mmh. pour une famille et il m'avait dit un jour: «Tiens, on rachète des valeurs pétrolières» et les valeurs pétrolières c'était vraiment fait, déchirer Mmh. pendant le covid Mmh. et du coup, moi, j'avais moutonné évidemment parce que je me suis dit: «Ils sont super intelligents» Mmh. et bon, évidemment, ils bougent aussi des montants énormes et c'était quand on regarde les graphiques, c'est vraiment les points bas où ils sont rentrés Mmh. et c'est vraiment ça, en fait, c'est ce que tu disais. Il y avait pas de FOMO, il y avait pas de c'était hyper rationnel. C'était, bah, Mmh. voilà, on a perdu 40 points. 40 points, en fait, ça nous ramène sur tel niveau historique. C'est un super point d'entrée, ça va peut-être aller plus bas, mais en fait, sur le long terme, nous, on est confiants à ce niveau-là Mmh. et donc là, ils savent engager, bon, après, c'est des montants énormes, mais c'est une bonne leçon, je Tu trouve. as vécu en live ce qu'on vit tous les jours, mais c'est ça, la force des familles, c'est aussi ça. C'est des gens, là tu as tout dans ton exemple. Tu as des gens qui ont fait leur travail avant, Ouais, qui savent les points d'entrée, où on est par rapport à l'historique. Tu as des gens qui ont des convictions, et puis tu as des gens qui ont du courage. voilà, à retenir. Mais après, c'est pas besoin d'avoir 1 milliard pour avoir du courage, donc je pense qu'on peut l'appliquer et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est qu'ils font de l'ETF, Mmh. ils investissent tous les Mmh. mois, c'est pas, enfin oui, il y a du private equity, oui, il y a des choses un peu techniques, mais tout n'est pas, Ah complètement non, exotique, en pas du fait. tout, pas du tout. La seule chose que je te dis, c'est 90% de ce qu'ils font, vous pouvez le faire, peut-être pas avec les degrés de sophistication qu'ils ont et tout ça. En Vous revanche, avez l'allocation maintenant, donc vous vous avez pouvez l'allocation. En faire revanche, le private equity, c'est plus compliqué, mais peut-être remplacer-le par de l'immobilier, par exemple. C'est ce que tu disais. Il y a un poids de l'immobilier qui est plus fort chez le particulier, ben parce que lui, au lieu de faire du private equity, il va faire plutôt de l'immobilier. Tu auras moins de rendement, c'est sûr, mais tu auras quelque chose de très résilient, très long terme, indexé sur l'inflation aussi. Donc, oui, tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour avoir une allocation bien solide et de long terme pour préparer ta retraite. Il paraît que c'est d'actualité.
C'est pas mal d'actualité et surtout, la règle des 72 est finalement assez intéressante. Ça peut aller très loin. On continue de prendre des questions. Hem, alors, question de Raphaël: «Quel est le meilleur moyen ou support pour investir dans de l'obligataire?» Avec des montants peut-être, qui sont pas des millions, donc des montants, plutôt Ouais, plus bien faibles. sûr. Tu as des ETF aussi sur l'obligataire, peut-être un peu plus complexe parce que, tu sais pas exactement ce que tu achètes et peut-être, moins utile que dans des actions. Mais il y a tout à l'heure, je parlais des fonds datés. Donc là, c'est les fameuses sociétés de gestion. Là, c'est les GP, c'est sur les General Partners, c'est sur le non-coté, le private equity. Les sociétés de gestion, c'est sur le côté. Sans donner de nom, mais il y a des fonds datés 2024, 2025, 2026. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver des belles maisons. Vous regardez que ce soit des acteurs de premier rang et vous trouverez des fonds à acheter sur des plateformes bien Mmh. connues ou via des CGP. Les CGP aussi, c'est pas mal à utiliser. C'est pas réservé à des gens qui ont que des sommes colossales ou qui sont capables de sélectionner des produits. Moi, je pense qu'il faut utiliser, comme on disait, moi, je travaille avec des banques privées aussi. Il faut mixer un peu tout. Même si en utilisant Fineary et le forum et tout ça, à mon avis, tu peux quand même faire aussi une bonne partie de ce travail-là. Mais il y a des professionnels que tu peux utiliser un peu en complément. Donc les fonds datés, Ouais, ça peut être une option. fonds datés en ce moment, c'est très utilisé pour jouer l'obligataire. Top. On va encore prendre 3 questions parce que Mathieu doit prendre un avion pour, c'est pas un jet privé, c'est Mathieu, Ah non, enfin non, non. peut-être, hein, non? Non, Pas non, non, encore? non. Je t'ai dit, on est bicorp, donc Voilà, et exactement. je prends l'avion quand je dois le faire, mais là, Si je on dois prend le le train. faire. Il faut que je retrouve ma femme et mes enfants, d'ailleurs, que j'embrasse, Gaspard et Bérénice. Je leur avais Allez, promis que je le faisais. Donc, voilà, on tu a l'as parlé de famille, il faut que je parle de la mienne la et plus ma superbe importante. femme que j'embrasse aussi. Christophe veut savoir, on a parlé des rendements qui sont énormes. Qui dit rendement dit fiscalité. Comment ça se passe? Souvent, alors moi, je t'ai dit, on n'utilise pas ça. Enfin, on fait pas Donc gérez d'optimisation pas ce volet. fiscale. On a des fiscalistes, on a des notaires, on a des avocats autour de nous qui font superbement ça pour nos clients. Mais en revanche, dans les décisions d'investissement, on prend en compte l'impact de la fiscalité. On a des clients de tout type. On a des clients, je t'ai dit, on a des clients en France, en Espagne, au Luxembourg, donc en Suisse aussi, avec des fiscalités qui sont évidemment très différentes en fonction de tout ça. Mais nous, c'est moins notre sujet, l'optimisation fiscale, puisque et en plus, c'est des gens qui ont tellement d'argent que si tu veux, l'optimisation fiscale, c'est quand même plus dur maintenant. Ouais. Donc vous êtes déjà là pour faire des bons invests et après, Ouais, les experts s'occuperont de la fiscalité. exactement. Hem, Steph Ancel, était Juste sur la fiscalité, vas-y. ne fais jamais, un autre conseil, ne faites jamais un invest pour la fiscalité. Super mauvaise idée. Donc tout ce qui est défiscalisant, enfin Euh, tous ceux pour, ou disons que où l'accroche marketing, c'est baisser vos impôts. Si c'est que ça, on fait pas. OK, voilà, très simple. Steph Ancel, nous dit: «Tu parlais des investissements infrastructures, Mhm. comment on peut y accéder à ça?» Ça, Alors c'est ça, intéressant ça, ouais. ouais, ben, enfin moi c'est mon dada. J'ai été picousé en sortie d'études aux infrastructures, donc j'adore ça. Et puis c'est là où, honnêtement, dans le private equity, c'est là où tu as les gens les plus brillants parce que tu as des financiers, tu as des ingénieurs. Et ça fait un mix qui fait que c'est super intéressant. Parce que c'est Puis du concret. c'est du concret. Puis quand tu parles à tes clients on va acheter l'aéroport de Venise, par exemple, ce qu'on a fait avec un fonds qu'on adore, Infravia, ils comprennent, quoi. Et même dans un dîner, des fois, c'est rigolo parce que des fois, après, moi, j'ai un peu de chance, c'est que ces gens-là, même si je ne suis pas milliardaire comme eux, je les côtoie et on devient pour certains amis. J'ai déjà entendu des clients dans des dîners dire oui, on a acheté l'aéroport de Venise ou le réseau de fibres de Free, ou tu vois, et je les entends jamais dire j'ai acheté du Google ou du Meta. Donc c'est un truc qui plaît même aux grandes familles, et pour le particulier, bien sûr. Et pour le jouer directement, il y a peu de support, et c'est pour ça que nous on avait créé notre gamme de vintage. C'est qu'à l'intérieur on a mis des infras, et je veux pas faire de promo, mais typiquement à travers nos fonds de fonds, tu peux avoir ça dans ton portefeuille. À partir de 100 000 €, si ça vous intéresse, vous nous contactez, on vous mettra en contact avec Mathieu, Avec on plaisir. pourra faire quelque chose. Encore 2 questions, Guillaume, veut savoir,
si tu as un avis sur l'or. Je ne sais même pas si l'or était dans Si, les il y en a allocations, dans les comos, dans les dans les comos. commodités, matières premières. Matière première, c'est une grosse partie des comos des clients quand même, l'or. Bien sûr qu'on a un avis. Il y en a dans à peu près tous les portefeuilles des familles. Pour des raisons C'est historiques, peut-être. Non, parce que c'est une classe d'actifs qui fait aussi du sens dans les allocations. T'en as pour qui c'est, si demain tout s'arrête, je sais que je peux aller retirer mes lingots à la banque ou à minima et que ça sera une espèce d'hyper-sécurité. Tu as des gens pour qui c'est ça. Mais surtout parce que c'est une protection aussi dans les phases de baisse. Donc ça fait du sens dans un portefeuille d'avoir de l'or. À hauteur de Là, on est quelques sur pourcents. 1%. 1%, Bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, dernière question d'Éric Tartanson. Salut Eric. La montée des taux ne remet-elle pas en cause l'intérêt du LBO? C'est une super question, ça. Une petite colle pour terminer. Non, t'as vraiment une communauté qui est bien technique, tu m'avais pas menti. Et c'est cool, on adore ça, nous éduquer chez Cedrus et répondre à des questions difficiles. Bien sûr que ça remet, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais on est passé des attentes de rendement de 2,7 à 1,9. C'est en grande partie dû à ça, Ouais. puisque avec la remontée des taux, la dette, elle te coûte plus cher. Tout à l'heure, tu sais, je donnais l'exemple de tu as fait une croissance de 10%, mais tu as fait une croissance de 20% sur ta partie equity. Mais ça, c'est quand ta dette, elle te coûte rien. Si ta dette, elle t'a coûté 5%, en fait, tu as déjà mangé la moitié de la croissance. Donc oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a des attentes de rendement qui sont inférieures. N'écoutez pas les gens qui vous disent que le private equity, c'est super dans toutes les phases de marché, ça fait toujours la même performance. Ça, c'est pareil que il ne faut pas écouter ces gens-là. Il faut à chaque fois refaire son travail de se dire qu'est-ce que j'attends sur la classe d'actifs. Donc oui, super question. Laurent, je crois. Eric. Eric, effectivement, ça remet en cause les attentes de rendement du LBO. Mais aussi, ce qui est vrai, c'est que ça va aussi avoir un impact sur les prix d'acquisition et donc que le coût du capital sur la partie equity va aussi augmenter. Et l'attente de rendement du GP pour investir, elle va augmenter. Donc ça va être compensé en partie par un petit ajustement des prix. Et ce qui fait que oui, ça baisse, mais pas autant que les obligations l'année dernière qui ont baissé beaucoup, qui sont directement liées que à ce phénomène de hausse de taux. Donc il y a un risque, mais encore une fois, diversification, comme maître C'est mot. On fait toujours des pareil. vintages différents. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que faire des vintages, les vintages qui vont arriver maintenant, vont déployer du capital dans un marché qui va être un peu déprimé si on est en crise. Mm. Quand c'est déprimé, c'est là où on fait les bonnes affaires, comme tu Ouais. disais tout à l'heure, c'est là où les familles engagent. Donc il y aura certainement des choses à faire. Il y aura certainement aussi des choses à faire pour vous, parce que si les cours d'action, les cours de la bourse baissent, bah, en fait, c'est les soldes, hein. Quand les prix baissent dans les magasins, on achète plus. En bourse, ça devrait être pareil. C'est sûr, aujourd'hui, tu as beaucoup d'articles autour de la tech. Tout le monde dit la tech, les valeurs baissent, il faut plus en faire, c'est trop risqué, tout ça. Et il y a 2 ans, c'était la panacée. Ce qui est vrai, c'est que moi, mes familles qui faisaient pas trop de venture capital, en ce moment, on reparle de courage, elles regardent tous des fonds de venture capital en se disant c'est les soldes, ça reste quand même des belles boîtes avec un écosystème, avec des entrepreneurs de folie comme toi. Tu le sais ce que je pense de toi, mais en tout cas, voilà, qui créent des business. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de lever que Finery ça va moins bien marcher. En revanche, tu vas pouvoir peut-être rentrer avec une décote qui va pas te faire plaisir, mais en tout cas pour celui qui a le capital, qui va pouvoir rentrer avec une légère décote sur le prix par rapport à il y a 2 ans. Et donc tu as des gens qui reviennent. Donc oui, tu as complètement raison. Va y avoir beaucoup d'opportunités et c'est pour ça que nous on est super enthousiastes sur ce marché et que je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'argent de privés et de particuliers différents du milliardaire ou du fonds de pension qui vont continuer de venir sur la classe d'actifs. Ouais. On espère en tout cas. On espère. Écoute, on va clôturer sur ça. Merci, c'était dense. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai appris pas mal de choses, pas mal d'anglicismes. Ouais, je suis désolé, j'ai Bah, essayé déjà, de. le thème private equity Là, était quand même assez c'est particulier. mon père a dû couper au bout de 2 minutes. Il me fait la guerre sur ça, mais c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. C'est le métier qui veut ça. Mais en tout cas, c'était top. Merci beaucoup, Mathieu. Merci aussi pour ta franchise. Tu as dit ce que tu pensais, et ça, c'est vraiment très apprécié. Si vous nous regardez en live et que vous avez peut-être raté un petit moment, le replay sera disponible dès demain sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Donc allez-y, on a de plus en plus d'auditeurs en podcast, donc c'est vraiment top. Ça s'écoute très bien en faisant du sport. Un petit Mathieu Broca dans les oreilles. En tout cas, merci Mathieu, c'était génial. Est-ce que tu veux, avant qu'on rende l'antenne, peut-être un dernier conseil, un dernier mot pour les utilisateurs de Finari? Qu'est-ce que
Quelque chose que tu as appris? Le gros plus de Finary et pourquoi j'avais décidé d'investir à l'époque, dans le truc, c'est que vous avez entre les mains un outil qui est la base pour faire, les 3 autres piliers dont tu parlais et je pense que, cet outil-là, vous devez l'utiliser au maximum de vos possibilités, utiliser le forum parce que ça, c'est la clé pour, investir sainement et investir, c'est pas sale. Investir, c'est préparer la société de demain aussi et votre avenir à vous, votre retraite. Donc, vraiment, continuez d'utiliser le sujet pour investir efficacement et intelligemment. Il y a du boulot, mais on va tout faire pour. Ouais, j'y crois. Merci Mathieu. Merci à vous. Je te souhaite une très bonne soirée. On se voit dans un mois pour le prochain Finary Talk. Merci Top. à tous. Salut. Salut.